Bonjour et bienvenue au podcast de l'association Stoa Gallica, le stoïcisme aujourd'hui. Pour ce podcast, je reçois Aurélien Madec, auteur et poète qui vient nous présenter ses deux recueils de poèmes qui traitent de la nature et du stoïcisme. Aurélien a fait des études de philosophie et connaît le stoïcisme depuis un long moment. Bonne écoute. Bonjour Aurélien, Bonjour Ali, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. merci à toi pour l'invitation. Bien sûr, bien sûr. Aurélien, tu es poète et tu as écrit, 2 recueils de poésie, heu, sur le sujet du stoïcisme, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Hem, Est-ce que tu peux nous présenter les 2 recueils? alors mon premier livre que j'ai écrit, qui est sorti, fin février, début mars, c'est, Le Jardin de la sagesse. Mmh. Donc c'est un livre, de 70 poèmes en alexandrin, Mmh. heu, dont certains sont sur le stoïcisme, mais globalement c'est inspiré par le stoïcisme, d'autres sont sur la nature. Donc la nature c'est un sujet assez large, pas forcément uniquement le stoïcisme, c'est la contemplation du cosmos, quoi. D'accord, d'accord, mais c'est la nature comme vue par les stoïciens ou, c'est la nature comme on l'entend, heu, comme terme en général? Alors, un peu les 2. Donc c'est, la nature qui m'entoure, mais je pense que les stoïciens aussi regardaient la nature qui les entourait, et puis on peut en tirer, je pense, des leçons, de sagesse, des leçons, de méditation, comme les stoïciens, ouais. Mmh, d'accord, d'accord, très bien. Donc ça, c'est le premier recueil de poèmes, qui s'appelle «Le jardin de la sagesse». Oui. Mmh, très bien. Et le deuxième recueil? Alors le deuxième recueil, c'est autre chose. Là, il y a pas vraiment de poésie sur la nature. Ce sera Mmh mh. plutôt sur, vraiment, il s'appelle «Les leçons célestes de Marc Aurèle». Mmh. Et c'est un peu une fiction, mais en alexandrin. C'est-à-dire que j'imagine que Marc Aurèle nous voit de là-haut, de l'au-delà ou du ciel, sur un nuage, et qu'il, regarde notre société et qu'il, heu, nous apporte des enseignements, pour faire face au monde aujourd'hui. Des enseignements, qui sont inspirés de ses pensées pour moi-même, donc son livre, Mmh. voilà. D'accord, d'accord. Et comment est-ce que, tu as été amené, à découvrir le stoïcisme? Si tu peux nous partager, ta ton expérience? Alors ça, mon expérience, sachant que j'ai déjà écrit sur, le site, Stoa Gallica, vous savez, Mmh mh. c'est sur, Lumière sur, Aequanimitas, voilà, c'est le nom de l'article. Mmh. Mais, je peux revenir là-dessus, Bien sûr, différemment. Donc, j'ai si tu veux trouvé, bien. bah, déjà je m'intéressais à la base aux religions, monothéistes, donc, classiques, enfin, christianisme, islam et judaïsme. Ça m'intéressait beaucoup, donc, de lire, le Coran, la Bible, et cetera. Et Mmh. puis, donc je m'intéressais déjà à la sagesse qu'il y avait dans les religions, jusqu'à ce que je découvre aussi, par exemple, le poète Rumi. Donc, Rumi qui est un poète, soufi, persan, Ouais, et cette poésie m'a beaucoup célèbre, inspiré d'ailleurs bien pour ma sûr. poésie, Mmh. heu et j'ai trouvé la poésie spirituelle, c'est le poète le plus lu aux États-Unis actuellement, hein, Rumi. Mmh. Heu et puis après j'ai découvert le stoïcisme, je me suis dit: «Ah mais finalement dans la culture, occidentale, il y a aussi, de la sagesse», parce que je ne savais pas en fait. Comme, Mmh. je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui croient qu'il y a qu'en Orient qu'il y a, la spiritualité ou la sagesse. C'est vrai qu'il y a Hem, cette vision des choses de dire que par là-bas, à l'est, ils sont plus sages qu'à l'ouest, ce qui ouais. n'est pas forcément tout à fait vrai, mais je vois. Oui, donc il y avait vraiment cette idée-là, et puis, jusqu'à ce que quand j'ai découvert, Sénèque en premier lieu, heu, à travers ma lecture de 2 de ses traités, donc, La constance du sage et La tranquillité de l'âme. Mmh mh. Alors là, je me suis dit: «Tiens, mais, ça ressemble beaucoup», sauf que justement, il y a des éléments qu'il y a pas. Par exemple, je trouve qu'il y a pas de superstition, enfin, il y a pas, Ah bon? c'est les stoïciens, je veux dire, il y a pas, les superstitions qu'on peut trouver dans les religions parfois. Ah bon? Mmh, d'accord. Je pense Enfin, il m'a semblé en tout il y en a cas. quand même, il y a des Par croyances exemple aussi dans le stoïcisme, mais je vois par exemple comment dans est-ce les que questions ouais.
naturel de Sénèque, il dit que la foudre n'est pas, la colère de Zeus, mais c'est un phénomène physique. Mmh. Voilà. Alors que, vraiment dans les religions monothéistes, j'ai trouvé que chaque, événement, par exemple la foudre peut être interprété, comme un événement, qui qui peut venir de la colère de Dieu, par exemple. D'accord. Bon après c'est peut-être subjectif aussi et puis, il y a l'idée qu'il y a une lecture rationnelle un peu du monde, une recherche de vertu, de sagesse, Mmh. et Donc puis, en il fait, y a ce aussi qui t'a attiré depuis le départ, c'est la recherche de la sagesse, globalement, que ce soit maintenant oui, avec le dans les recul, je me dis religions ça. ou dans le stoïcisme. Ouais, avec le recul, je me dis ça et surtout la recherche du bonheur en fait, mais, Mmh. il me semble que les 2 vont ensemble, ouais. Mmh. La recherche de la sagesse et du bonheur, c'est une seule et même recherche? Voilà, on pourrait dire ça. En tout cas, c'est ce que disent les stoïciens et Socrate. D'accord. Donc qu'est-ce que ça t'a apporté globalement, la l'étude du stoïcisme ou, essayer de vivre comme stoïcien, j'imagine? Alors, le stoïcisme, ça m'a apporté, une certaine, paix intérieure avec notamment, la suspension du jugement. Ce que j'ai trouvé Mmh. sympa, c'est l'idée de qu'on pouvait, que notre opinion, on n'est pas obligé qu'on peut la maîtriser, quoi. C'est-à-dire, qu'on n'est pas obligé d'avoir une opinion sur tous les sujets, ça, c'est ce que nous dit Marc Aurèle, par exemple. Mmh. Il y a vraiment, des idées qui sont, et qui nécessitent pas forcément de dogmes ou d'actes de foi et cetera, contrairement aux religions. Mais, il y a l'idée, voilà, de la raison comme guide Mmh. et voilà, par exemple, il y a cette idée-là. Aussi, il y a l'idée que la philosophie est vue comme une pratique, en tout cas comme un mode de vie, c'est ce que dit aussi Pierre Hadot, Mmh. qui est un philosophe français, du XXe siècle 21e siècle, pardon. Voilà, l'idée de philosophie comme manière de vivre, et puis, la simplicité, par exemple, là aussi en opposition aux philosophies plus théoriques et plus complexes comme celles de Hegel, Deleuze, Wittgenstein qui sont assez, dures à lire, à Mmh. comprendre et qui sont pas forcément une dimension, du quotidien quoi, pratique. Mmh. D'accord, d'accord. Et donc aujourd'hui, comment est-ce que tu vois, le stoïcisme, dans le monde d'aujourd'hui? Qu'est-ce que ça peut, qu'est-ce que ça peut apporter à tout un chacun? Beaucoup de choses. Alors ça dépend de chacun si on recherche, il faut que ça plaise déjà, parce qu'il y a des gens qui peuvent chercher le bonheur ailleurs, mais Mmh. si on cherche le bonheur de façon, profonde et un bonheur qui soit pas forcément superficiel ou qui soit pas forcément, éphémère, donc pas forcément un plaisir. Parce qu'on va voir la différence entre bonheur et plaisir, par exemple, le plaisir, c'est passager, ça mène pas forcément au bonheur, Mmh. alors qu'un bonheur vraiment plus stable, peut être prouvé à travers la pratique du stoïcisme, Bon après pas seulement, je suis pas exclusivement, fermé au stoïcisme, donc il y a aussi le bouddhisme ou le taoïsme ou d'autres sagesses, orientales ou même Mmh. l'épicurisme, pour l'Occident, qui peuvent être, utilisés. Voilà. Mmh. D'accord, d'accord. Et donc on peut en revenir à la poésie, c'est que, je ne connais pas beaucoup, d'instances de poésie stoïcienne, en tout cas, peut-être que c'est, ma connaissance qui n'est pas assez profonde, du sujet, mais, heu, est-ce qu'il y aurait des, poètes stoïciens comme il y aurait par exemple dans l'épicurisme, il y a Lucrèce, très connu, qui a Oui. écrit, La nature des choses, un poème, éminemment épicurien. Heu, Dans le stoïcisme, je n'en connais pas tellement. Alors, déjà, il y a plusieurs choses, bon déjà, il y a 3 poètes stoïciens qui sont connus, mais qui sont pas très connus non plus. Enfin, Mmh. il y a, Perse, il y en a un qui s'appelle Perse, un qui Mmh. s'appelle Lucain et un qui s'appelle Cornutus. D'accord. Bon. Ils sont pas très connus parce qu'on les étudie par exemple en latin, dans les classes, Mmh. d'humanité, lettres classiques en latin, mais c'est des poètes qui sont connus comme étant enfin surtout, un des 3, je sais plus lequel, qu'ils étudient et il est très, pointu, il est très, dur à lire en fait. Il est connu pour Mmh. être, très difficile à traduire du latin au français et inversement, voilà. D'accord. Heu, donc sinon il y a aussi, les stoïciens citent eux-mêmes beaucoup de poètes, par exemple Euripide, qui est souvent cité soit par Mmh. Sénèque, soit par, Marc Aurèle,
Les vers d'Euripide sont parce qu'ils rappellent des sagesses universelles avec des vers et Sénèque le dit dans sa lettre à Lucilius, 108 que, le fait d'être comprimé dans une sentence ou un vers donne à une pensée la force d'un projectile lancé par un bras vigoureux. Donc, il une, moi, par exemple, j'ai choisi l'alexandrin, c'est une forme rigoureuse et ça a la vertu de transmettre des messages forts et profonds avec Mmh. un rythme musical, donc voilà. D'accord, donc qu'est-ce qui t'a motivé à écrire de la poésie stoïcienne? C'est qu'est-ce qui t'a, hem, inspiré? Alors déjà, je trouve que le stoïcisme se prête bien à la poésie parce qu'il y a la physique stoïcienne qui est, une sorte de poétique, enfin qui est, en tout cas, on voit le monde de façon un peu, magique. Enfin le monde est, il y a une harmonie dans l'univers. Il y a, on observe la beauté des choses, même dans les choses laides, comme dit Marc Aurèle. Il parle de la figure du lion, du sanglier, il y a, dans ses pensées pour moi-même, il y a l'idée que même dans les choses apparemment laides ou même, les morceaux de pain, il y a des croûtes qui se forment et cetera. Puis il dit que ça donne une beauté à l'ensemble. Les choses qui ont l'air laides apparemment peuvent donner une beauté, au tout, finalement. Et il y a cette idée-là, chez les stoïciens, qui est très spirituelle et qui peut donner, l'envie de se prêter à la poésie. Puis, après, à côté de ça, je pratique aussi la méditation et le yoga, donc Mmh. ça renforce la créativité aussi. Mmh, d'accord, les pratiques donc qui viennent plus du bouddhisme et de l'hindouisme. En gros, mais sachant que la méditation était pratiquée aussi, je pense, en Occident et il y avait des exercices certainement psychocorporels aussi, en Occident, mais c'est juste qu'on les a un peu perdus effectivement et que maintenant on les retrouve, plutôt dans les traditions orientales, ouais. C'est-à-dire des exercices, de respiration? Oui, possiblement, mais on n'a pas malheureusement les stoïciens, on n'a pas de lien, direct dans cette tradition, qui soit vivante, des derniers stoïciens jusqu'à nous. Il y a eu une perte de tradition, orale, et vivante, donc et on peut penser qu'il y avait des exercices de respiration, parce qu'ils parlent beaucoup du pneuma, donc en grec qui Mmh. signifie le Le souffle, souffle. et c'est vrai Mmh. qu'on pourrait penser qu'il y en a eu. Après ça reste une hypothèse. Mmh. D'accord, d'accord, très bien. Heu, fais-nous découvrir, quelques-uns de tes poèmes. Si on prend par exemple, le premier recueil, sur la nature, est-ce que tu pourrais nous lire un extrait, un premier extrait ta poésie dont on pourrait, parler après? Oui, alors j'ai pris les poèmes spécifiquement, qui étaient vraiment, le plus reliés au stoïcisme. Mmh. Parce qu'il y en a certains qui sont très explicites, d'autres qui le sont plus subtils. Par exemple, quand c'est sur la nature, c'est un peu plus subtil, mais là, effectivement, j'en ai un par exemple sur Marc Aurèle, donc Mmh. Dans le premier recueil donc? Mmh. ouais, dans le premier recueil, Le Jardin de la sagesse, il y a quand même, un poème sur Marc Aurèle qui s'appelle «L'empereur philosophe». Voilà. Mmh. Alors je peux le lire. Alors: «L'empereur le plus vertueux était Marc Aurèle. Il brillait par sa discipline personnelle, à la recherche de la perfection de l'âme, insensible à la fois aux éloges et aux blâmes. Pendant les guerres, il accompagnait ses soldats. Peu importe qu'il pleuve ou qu'il fasse grand froid, accomplir ses devoirs était prioritaire pour être un empereur et un homme exemplaire. À la nuit tombée, il s'abritait pour écrire des sages pensées pour se préparer au pire, afin de mieux supporter chaque événement avec l'âme invincible comme le diamant. Il se fit un jour trahir par son général, sa tête lui fut apportée sur un cheval, son armée l'avait en effet décapité, mais l'empereur aurait voulu lui pardonner. Il était donc célèbre pour sa bienveillance, protecteur de Rome et de sa magnificence. Il n'eut pas de mal à terrasser les barbares, supportant les catastrophes et la peste noire. Il était homme d'action et contemplatif, acteur politique reconnu méditatif. Il écrivit ses exercices spirituels, Pensez pour moi-même l'évangile éternel. Mmh, d'accord, merci. Donc c'est un poème, en éloge à l'empereur philosophe Marc Aurèle. Ouais, c'est ça, à la fois je le présente un peu dans des aspects de sa vie et en même temps, c'est aussi il y a une portée didactique. J'apprends aussi par exemple, l'évangile éternel, c'est une expression d'Ernest Renan, donc c'était un philosophe, Mmh. qui avait nommé, les pensées de Marc Aurèle «l'évangile éternel». Voilà. Mmh. D'accord.
Donc c'est en lisant Les Pensées pour moi-même que, ce poème, t'a été inspiré? Alors aussi la biographie les biographies de Marc Aurèle que j'en ai plusieurs, mais j'en ai surtout lu une de Pamela Ramos, Mmh. sur, je crois que ça s'appelle, heu, La véritable histoire de Marc Aurèle, voilà. Mmh. Et puis effectivement, Les Pensées pour moi-même de Marc Aurèle que j'ai lu parfois pendant à un moment donné, je les lisais tous les jours quasiment pendant plusieurs années. Enfin, Mmh. c'était vraiment, méditation quotidienne. Aujourd'hui, bah, je les ai retenus du coup, je les ai un peu, intégrés et puis, Mmh. même si je les relis pas tous les jours, mais je les ai intégrés, puis du coup, je me suis rappelé ce que j'ai appris, en écrivant, bah, en écrivant ce que j'ai retenu un peu en synthétiquement, en poème, voilà, par exemple. Mmh. Mmh. D'accord, oui, je vois donc tu montres ici quelques aspects de Marc Aurèle comme par exemple, un événement j'imagine où, un de ses généraux a été, décapité, mais Oui, que, l'empereur aurait voulu, pardonner donc, montrer la clémence de l'empereur, philosophe. ouais, c'est un événement une anecdote rapportée, par les historiens, de l'époque, donc voilà, Mmh. oui. Mmh. D'accord, d'accord, très bien. Heu, Peux-tu nous lire, un autre, passage de ton recueil? Alors toujours sur le jardin de la sagesse, donc Mmh. j'en ai d'autres, je choisis donc là, j'en ai choisi un deuxième sur le thème de la mort et Mmh. celui-là, il est inspiré par, mes études, de philosophie donc qui sont, du stoïcisme, mais aussi, Plutarque et Cicéron qui sont, des auteurs qui sont très inspirés par le stoïcisme et qui sont pas forcément, Mouais, de l'école stoïcienne, complètement ouais. stoïciens. Mmh. Ils sont platoniciens, mais ils s'inspirent beaucoup du stoïcisme donc voilà. Donc celui-là, il est inspiré de ces auteurs-là. Alors je vais le lire donc, il s'appelle «Si les morts pouvaient parler». Mmh. Chacun se lamentait parce qu'il était mort, mais il revint pour leur dire qu'ils avaient tort. Pourquoi diable vous infligez cette souffrance? Envers la mort, vous avez de fausses croyances. La réalité, c'est que je suis dans la paix, alors que vous êtes enchaînés à votre corps. Vous avez besoin d'air pour pouvoir respirer. Sans nourriture ni boisson, vous seriez mort. Vous avez toujours plein de besoins à combler, alors que moi j'ai embrassé l'éternité. Appelez cela le néant si vous le voulez. Je suis dans le même état qu'avant d'être né. Mais vous êtes si attachés à l'existence, et cela provient d'une commune croyance qui est transmise de toute génération à tous ceux qui arrivent en tant que nourrissons. On leur fait croire qu'en naissant, ils seraient sauvés d'être parmi nous dans notre monde adoré, où le temps de vie est pourtant si limité, puisque chacun deviendra cendre éparpillée. Alors qu'on ne sait pas ce qu'il y a avant notre naissance sur cette planète, mais n'est-ce pas être maudit qu'être vivant? Peut-être qu'un jour nous en aurons le cœur net. La vie serait donc un pont entre deux néants. En réalité, nous sommes tous des ignorants. Et si la vie était une malédiction, et si la mort était une libération? Je ne sens plus la faim, ni la soif, ni le froid. En plus, je n'ai plus à craindre aucun ennemi. Mais c'est vous qui êtes à plaindre plutôt que moi. Vous souffrez et moi je n'ai plus aucun souci. Mmh. Qu'est-ce que, tu as essayé de transmettre dans ce poème? Alors, l'idée qu'en fait la mort n'est pas forcément un mal et ça Mmh. c'est un des raisonnements stoïciens, mais aussi, voilà, d'autres auteurs, aussi Lucien que j'ai pas mentionné, qui était un auteur, qui m'a beaucoup inspiré dans celui-là. Lucien qui met en avant, l'irrationalité en fait des personnes endeuillées qui s'insurgent contre les dieux ou contre le destin, contre la vie, Mmh. en disant: «Pourquoi il est mort?» «C'est injuste», voilà, ce genre de choses. Et Mmh. donc en fait, il y a l'idée d'accepter la mort tout simplement, et d'être en paix avec la mort, pour mieux vivre finalement. Mmh. D'accord. Donc, la mort, n'est pas un mal, mais, heu, ici, j'ai l'impression que la mort est presque, une bonne chose. Oui, alors ça c'est vrai que du coup, c'est pour ça que c'est plus à rapprocher aussi de Orphée, les pensées orphiques qui a inspiré Mmh. aussi les stoïciens, mais il y a l'idée que la mort finalement, c'est, c'est pas forcément mal, mais en plus, ça peut être, désirable, si on peut pas, faire autrement. Enfin, c'est-à-dire, il faut c'est pas non plus l'encouragement au suicide, mais faut bien Mmh mh. le prendre en compte. C'est qu'en fait, c'est une fois qu'on peut plus faire autrement que
Il vaut mieux se dire, que la mort est une bonne chose, une fois qu'on est, sur le lit de mort, quoi. D'accord, je vois. Mmh. Très bien, encore un troisième extrait? De ce recueil? Oui, Alors, et puis on pourra passer au, second recueil. je cherche un troisième. Alors attends, il faut juste que je cherche, parce que du Bien coup sûr, bien j'en sûr, pas avais de que 2 souci, je pas crois. de souci. Ah, j'en ai quelques autres, mais je te laisse le soin de choisir ceux heu, que tu voudrais mettre en avant. Après, ouais, là je suis en train de regarder. Sur le deuxième j'en ai 3. Sur le premier je cherche. Ah oui, donc il y en a un qui est pas mal. C'est sur le regard d'en haut, donc tu sais l'exercice, spirituel, Oui. qui consiste à se voir, d'un point de vue élevé, que Mmh. j'ai mis en forme de poème, quoi. Mmh. Donc, le titre c'est «Changement de perspective». Alors, tu peux changer de regard sur ton existence si tu plonges en toi profondément en silence. En t'imaginant en imaginant ta vie perçue de là-haut, tu verras d'abord à quel point le monde est beau. Imagine-toi tout en haut de la montagne, observant les villages, vallées et campagnes, et imagine-toi tout en haut d'un nuage, contemplant les grandes villes ainsi que les plages. Vois que l'homme n'est qu'une espèce parmi d'autres, qu'une grande responsabilité est nôtre. Nous sommes comme les gardiens de ce sanctuaire, de cette planète qu'on appelle la Terre. Relativise tes problèmes personnels avec de la distance en volant de tes ailes. Ce que tu crois grave est en fait insignifiant du point de vue du cosmos, de l'espace et du temps. Mmh. Oui, c'est bien l'exercice du regard d'en haut qui est d'essayer de voir les événements d'un œil, détaché et au-dessus de comme si on était en survol au-dessus de la terre et de voir comment est-ce que les choses se passent pour pouvoir relativiser justement, ce qui nous arrive en prenant en compte, tout ce qui se passe dans le monde, n'est-ce pas? Voilà. Oui, et puis c'est ce qui permet de relativiser les problèmes, du Mmh. quotidien en se disant: «Bah, c'est pas si grave en fait», d'un point de vue d'en haut. Mmh. Non. Bah, c'est très bien cet extrait car, ça nous permet de, enchaîner, sur le deuxième recueil qui est, donc «Les leçons célestes» de Marc Aurèle, où tu disais que c'est Marc Aurèle qui nous regarde, qui fait un exercice de regard d'en haut pour nous, Oui, oui, c'est ça. justement. Ouais. Donc est-ce que, tu pourrais nous parler plus de ce recueil et nous en donner un premier extrait? Oui, bah, alors, ce recueil, c'est, il y a un avantage dans ce recueil, c'est qu'il y a beaucoup de notes de bas de page et qui expliquent tous les termes, qui ne sont pas forcément compréhensibles par tout le monde, même les noms d'empereurs, par exemple Commode, qui était le fils Mmh. de Marc Aurèle ou encore, Constantin, que j'évoque brièvement, je mets des notes en bas de page qui expliquent à Mmh. chaque fois qui était cet empereur, donc tout le monde peut comprendre, en fait. C'est ça qui est sa force, c'est qu'il est accessible pour, Mmh. tout public, quoi. Hem, Bah, après oui, donc c'est Marc Aurèle qui nous regarde d'en haut, donc avec l'exercice du regard d'en haut qui est tout au long du recueil, en fait, et donc parfois je présente aussi Marc Aurèle, forcément, et ensuite, je parle aussi il y a plusieurs chapitres, quoi, donc il y en a certains sur un problème qui touche notre société actuelle, et je dis, qu'est-ce que le stoïcisme, en gros, pourrait apporter comme réponse à ce problème de société, actuel. Voilà. Donc, bah, je vais commencer par lire un poème tout simplement qui présente un peu Marc Aurèle, avec ce Mmh. nouveau livre, donc, qui sera différent. Alors, donc il s'appelle Marc Aurèle, celui-là. Donc, philosophe parmi les empereurs romains, l'apostat Julien en était aussi un. Régnant au 1er siècle, calendrier chrétien, j'ai écrit mes pensées sur quelques parchemins. Je suis considéré comme un bon empereur qui ne gouverne pas en provoquant les peurs. J'ai commandé l'empire lors de guerres incessantes face aux peuples barbares des tribus menaçantes. J'étais un stoïcien, je cherchais l'harmonie, celle avec la nature et avec ma patrie, la Rome universelle aux valeurs supérieures pour éclairer le monde qu'il devienne meilleur. Commode a hérité de mon règne impérial, je ne présentais pas ce funeste scandale. Les chrétiens ont fini par s'imposer en maître avec la conversion de Constantin le traître. 20 siècles plus tard, le changement est là, et l'Empire romain a volé en éclats. Désormais, c'est l'union de l'Europe entière qui en est l'éternelle et unique héritière. Elle incarne à son tour
le cosmopolitisme face aux valeurs barbares comme le despotisme. Elle est le grand berceau du grec et du latin, mes langues quotidiennes quand j'étais souverain. Rien n'est à regretter dans les événements. Voulons ce qui arrive, accordons-nous au temps. La divine nature organise le tout. Celui qui s'en offusque est ignorant ou fou. Mmh. D'accord, donc ça, présente, Marc Aurèle en tant que, empereur philosophe, Oui, par rapport à ce qu'est devenu la Rome, c'est ça, après lui? oui, en gros, voilà, j'ai essayé de. C'est un peu anachronique, mais j'ai essayé de dire ce que penserait Marc Aurèle de ce qui s'est passé. Donc, ça, c'est de la fiction. Voilà. On ne peut pas Mmh, savoir ce qu'il aurait pensé véritablement, mais ouais. j'imagine qu'il aurait pensé que voilà, le christianisme a. Constantin, c'est peut-être un traître aussi, puisque il s'est converti au christianisme, il a rejeté les valeurs païennes. Mmh, Le christianisme s'est imposé et en même temps, c'est aussi le destin, quoi. Donc, mmh, d'accord, et donc, il incarne à son tour le cosmopolitisme, on parle de l'Europe d'aujourd'hui, c'est ça? oui, je trouve que bah, après là, c'est aussi un point de vue, subjectif, mais je pense que l'Europe, est un peu l'héritière de l'Empire romain et qu'elle incarne des valeurs comme le cosmopolitisme, et l'humanisme par rapport à d'autres pays aujourd'hui qui sont plus dans la fermeture, dans Mmh, l'actualité. Voilà. mmh, d'accord, très bien. Peux-tu nous lire encore un deuxième extrait? Alors un deuxième poème de ce recueil donc que j'ai choisi, ça s'appelle Asclépios, donc c'est une référence à un dieu au dieu grec de la médecine qui, Mmh, est représenté par un serpent et aujourd'hui on peut voir, toutes les pharmacies avec, cette représentation païenne, hein, le serpent sur toutes les pharmacies. Donc Asclépios. Un homme était atteint par des événements, il ne comprenait pas ce qui lui arrivait, n'en tirant pas leçon, il était impatient, il était en colère et en était frustré. Répétant ses actions toujours dans le même sens, il ne voulait jamais se remettre en question, énervant énervé et haineux contre son existence, alors qu'il ferait mieux de changer ses actions. Refusant d'accepter sa propre maladie, refusant d'accueillir sa propre fin de vie, s'irritant fortement contre tous ses soucis, prolongeant sa souffrance, il était en furie. À chaque événement, ayons les vertus prêtes, et de cette façon la vie est une fête, patience, tolérance, bienveillance et courage, notre libération pour devenir des sages. Telle était la leçon de l'empereur céleste, puisque pour ce monarque la vie était un test, une évaluation nécessitant en vertu de savoir être libre de tout le superflu. Asclépios nous envoie des épreuves infinies, les pertes, les douleurs, la mort, les maladies. C'est pour nous purifier des voiles de l'ego, c'est pour nous emmener au sommet tout là-haut. Asclépios est un dieu, le dieu de la médecine, et chaque événement est un médicament. Mais comme est douloureuse de la rose l'épine, divin est son vouloir, accueillons-le gaiement. Les épreuves envoyées viennent nous purifier, notre âme est redressée, notre esprit est lavé. Acquiesçons aux dieux ses souhaits et ses signes pour s'accorder à eux en vrille de la vie. mmh. D'accord, donc Ça, qu'est-ce que tu voulais transmettre, avec ce poème? bah, ça vient d'une pensée de Marc Aurèle, que je n'ai plus en tête par cœur, mais qui dit en gros que Asclépios, c'est un dieu de la médecine qui et les événements sont à voir comme des espèces de remèdes qui peuvent être douloureux, mais qui finalement sont là pour, nous accorder une bonne santé au final. Pour notre épanouissement au final, tous les événements, en apparence pénibles vont en fait, pouvoir être vus comme des manières de grandir, et de nous épanouir. Mmh, Et donc pour moi, ça représente bien aussi le stoïcisme, cette idée. d'accord, et donc enfin un troisième extrait? Oui, donc le troisième poème, il s'appelle, celui-là, «Vers un stoïcisme contemporain». Donc c'est l'idée Mmh, qu'on peut promouvoir un stoïcisme contemporain aujourd'hui. Alors, songeons à l'empereur terrassant les barbares, tristesse, dépression, chagrins et désespoir, ces sombres personnages qui incarnent le mal, subissant l'ignorance, ce qui est un scandale. J'appelle de mes vœux un nouveau stoïcisme pour combattre le sombre et obscur nihilisme. Rechercher la sagesse devrait être à la mode, et la philosophie peut être un nouveau code. Recherchons le bonheur à travers les vertus, recherchons l'harmonie préservée des abus. Nous avons pour cela de la littérature qui enseigne une vie selon notre nature. Et Chrysippe et Cléante, les tout premiers stoïques, disciples de Zénon, le maître du portique, avec simplicité, zèle philosophique, ont transmis une voie possiblement laïque, surtout avec Sénèque et sa simplicité, qui était un riche homme, avocat et banquier,
Il favorisera la retraite intérieure, surtout lorsqu'un tyran règne à l'extérieur. Il nous apprend à vivre même lorsqu'on est riche, proche de l'essentiel tout autant qu'un derviche, professant l'inconfort austère et volontaire, et la fermeté d'âme dure comme la pierre. Puis viendra Épictète, un esclave affranchi, qui nous apprend à vivre de manière épanouie. Son disciple empereur et qui était Marc Aurèle nous apprend à voler avec nos propres ailes. C'est penser pour moi-même, l'évangile éternel enseigne une sagesse qui est universelle, qui a les qualités d'un savoir rationnel, un livre qui enseigne des vertus immortelles. Leur maître était Socrate, un grand sage d'Athènes, qui suivait la raison vivant sans aucune haine. Il sera condamné, aura vécu le pire, car ce grand philosophe restera un martyr. Et à la Renaissance, les néo-stoïciens, notamment Juste Lipse, auteur européen, permettront que renaisse cette sagesse antique, et ce jusqu'à nos jours, ce qui est fantastique. C'est un enseignement qui est atemporel, qui dépasse bien sûr les cadres culturels. Rechercher le bonheur a lieu à toute époque, comme la résilience, être dur comme un roc. Nous avons tous besoin de ressources intérieures, et la sagesse antique serait notre sauveur, bien sûr si nous savions en faire un bon usage, pour pouvoir s'approcher du modèle du sage. Le bonheur est trouvable en nous, dans notre esprit. Le chercher en dehors, c'est se créer des soucis, comme la dynamique circulaire de l'onde, toute âme qui s'élève élève tout le monde. D'accord, encore une fois, qu'est-ce que, tu as essayé de transmettre, dans ce poème? Alors là, j'ai essayé de présenter le stoïcisme en un poème, avec la forme de l'alexandrin, Mmh. je présente un peu, je parle des premiers stoïciens, je décris un peu ce que c'est que le stoïcisme. Ensuite, je parle un peu de Sénèque, l'idée qu'il était face à une tyrannie, et qu'il arrivait quand même à bien vivre malgré la tyrannie. Ensuite, je parle d'Épictète et puis de Marc Aurèle puis après je parle de Juste Lipse qui était un néo-stoïcien. Donc je retrace un peu l'histoire en fait du stoïcisme, Mmh. à travers les âges jusqu'au néo-stoïcisme de Juste Lipse qui est moins connu, qui est un philosophe du XVIe siècle, qui était belge et qui était aussi un des plus célèbres humanistes. Mmh. Il a écrit un livre qui s'appelle La Constance, voilà, qui est accessible aujourd'hui. Heu et puis après je pense qu'aujourd'hui, c'est pour montrer aussi qu'aujourd'hui le stoïcisme peut encore être, utilisé. C'est une littérature qui peut être, une ressource, intérieure dont on a besoin, je pense, dont on peut encore avoir besoin largement, de nos jours, même plus encore qu'avant peut-être. Mmh. Voilà. Mmh. Oui, justement, c'est ce qu'essaye de faire, l'association Stoa Gallica, à essayer de promouvoir, un stoïcisme contemporain pour pouvoir, faire usage de la sagesse des stoïciens antiques dans un monde aujourd'hui qui est évidemment qui a changé et heu, mais qui a toujours besoin d'avoir, accès à cette sagesse, éternelle, des stoïciens. Oui, surtout que ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est ce qui est intéressant, c'est que le stoïcisme est né à une époque justement qui ressemble à la nôtre. C'était une époque un peu où il y avait plus de repères politiques et donc on était un peu, livré à soi-même et on a trouvé. C'est là que le stoïcisme a été fondé par Zénon. Zénon de Mmh, Cityon à un moment donné où il y avait plus de repères, voilà. mmh, je comprends. Très bien, merci beaucoup, Aurélien pour, ces lectures, de tes, recueils. Donc, je rappelle le premier recueil, qui est sorti, c'est Le Jardin de la sagesse, qui Oui, parle, de la nature, et le second recueil est Les Leçons célestes de Marc Aurèle, le retour du philosophe romain, qui est également disponible depuis, la semaine dernière, ce que je comprends, c'est ça? ouais, depuis quelques jours, mais après sur les Mmh. plateformes par contre c'est en cours. C'est pour l'instant c'est Mmh. disponible à la Fnac je crois petit à Moui. petit ça va être sur Amazon et cetera. Très bien, très bien. Dans chaque Ben, librairie. oui, bien sûr. Merci beaucoup, Marc, merci beaucoup, pardon, Aurélien. Hem, à bientôt, pour, potentiellement un troisième recueil. Oui, il y en a un qui est en cours qui s'appellera La magie du cosmos en plus, j'ai déjà le nom. Ah ouais, ben, très bien, productivité, c'est bien. Ouais. Merci Aurélien. Merci à toi. C'était Le Stoïcisme aujourd'hui, podcast de l'association Stoa Gallica. Merci pour votre écoute.